Pour moi, nous sommes dans le stade 6 du Big Cycle, dans lequel il y a un grand désordre résultant d'une période sans règles où la force fait loi. Ça, ce sont les mots de Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund de l'histoire. Le 14 février 2026, il a publié un article en pleine conférence de Munich sur la sécurité. En quelques lignes, l'homme qui gère les fortunes des nations vient de déclarer officiellement la mort de l'ordre mondial. Pas une fragilisation, pas une crise passagère, la mort, littéralement. Ce même homme, en 2017, il qualifiait Bitcoin de bulle hautement spéculative sur CNBC. Aujourd'hui, il recommande 15% d'allocation en or ou en Bitcoin dans un portefeuille optimisé. On est passé de c'est une bulle à mettez-en 15% dans votre portefeuille si vous voulez survivre à ce qui arrive. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de l'un des plus grands gestionnaires de capital risque au monde pour qu'il fasse un virage pareil? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous, pour nos cryptos et pour la suite? La réponse, elle est assez effrayante, parce que derrière cette déclaration, il y a un modèle historique que Dalio étudie depuis des décennies et qui prédit, étape par étape, comment les empires s'effondrent. Et d'après lui, on vient tout juste d'entrer dans l'avant-dernière étape. La prochaine, c'est le grand reset. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce modèle, ce qu'il identifie comme les signaux de l'effondrement, et pourquoi Bitcoin n'est plus un pari technologique, mais une police d'assurance contre le chaos. Allez, c'est parti. Avant de commencer, laissez-moi faire un petit point sur le partenaire de cette vidéo. Ce mois-ci, Kraken fait quelque chose d'assez rare dans l'industrie. Il vous donne 3% sur vos dépôts, un bonus direct crédité en 14 jours sur tout ce que vous déposez avant le 9 mars. Le mécanisme est simple, vous téléchargez l'application mobile Kraken, vous allez dans la section offre, vous vous inscrivez au February Deposit Match et vous déposez. En euros, en dollars ou même en bitcoin et en ether si vous voulez. Les 3% s'appliquent sur l'intégralité de vos dépôts jusqu'à 1 million de dollars, soit un bonus maximum de 30 000 dollars. Vous pouvez trader, échanger ou même utiliser tous les autres services de Kraken. La seule condition, c'est de garder un solde supérieur au dépôt sur le compte pendant au moins 18 mois pour conserver le cashback. Pour le reste, Kraken, c'est l'une des plateformes les plus sécurisées et les plus complètes du marché. Staking, carte bancaire, DeFi, actions tokenisées. Il reste moins de 3 semaines, alors profitez-en. Avant de plonger dans le modèle de Dalio, il faut comprendre qui est l'homme derrière la prédiction. Parce que quand Ray Dalio parle, c'est pas un influenceur Twitter qui cherche des likes, c'est un type qui a passé sa vie entière à étudier comment les empires montent et tombent. Raymond Thomas Dalio est né le 8 août 1949 à New York, dans le Queens. Son père, c'était un musicien de jazz italo-américain. À 12 ans, il se fait embaucher dans un club de golf fréquenté par les requins de Wall Street. Il écoute, il observe et avec 300 dollars en poche, il achète ses premières actions. Northeast Airlines. C'est un coup de maître, les actions s'envolent peu de temps après. Et vous savez pourquoi il a acheté ça? C'était les seules actions qui étaient à moins de 5 dollars. Oui, le Ray Dalio de 12 ans des années 50 avait le même schéma de réflexion que certains nouveaux investisseurs crypto qui pensent que plus un token est pas cher, plus il est susceptible de monter. Comme quoi, faut bien démarrer quelque part. Il sort diplômé de la Harvard Business School en 1973, se fait embaucher par un courtier de Wall Street, et là, le détail savoureux, c'est qu'il se fait virer l'année suivante après avoir frappé son patron lors d'une fête du Nouvel An. Vous avez bien entendu, le futur gérant du plus grand hedge fund du monde commence sa carrière en mettant une droite à son boss. En 1975, à 26 ans, il fonde Bridgewater Associates depuis son appartement 2 pièces à Manhattan. Le fonds va devenir le plus gros fonds de capital risque du monde, avec un pic à 150 milliards de dollars sous gestion en 2016. 150 milliards. On se rend pas forcément compte parce qu'on a de l'habitude des gros chiffres en crypto, mais 150 milliards pour un fonds de capital risque, c'est vraiment énorme, surtout à cette époque. Mais sa plus grande prouesse, c'est 2008, quand le monde financier s'effondre, que Lehman Brothers fait faillite, que des millions de gens perdent leur maison, son fonds Pure Alpha, dédié à la macro, flirte avec les 8% de performance. Il est en positif, en plein milieu de la crise financière la plus violente du 21e siècle. Pendant que tout le monde est en train de couler, lui il gagne de l'argent. Pour lui, s'il a pu anticiper 2008, c'est avant tout parce qu'il a étudié les années 30. Il explique que les mêmes choses se répètent. C'est cette façon de penser qui résume tout le personnage. Dalio, il ne prédit pas l'avenir, il lit le passé mieux que quiconque. Sa fortune aujourd'hui, elle est estimée entre 14 et 16 milliards de dollars. En juillet 2025, il a vendu ses dernières parts de Bridgewater, valorisées à 6,8 milliards, pour se consacrer à ses livres et à ses recherches. Et croyez bien que quand ce type-là publie un post intitulé It's official, the world order has broken down, le monde écoute. Maintenant que vous savez qui parle, il faut comprendre ce qu'il dit. Et pour ça, il faut plonger dans son modèle, le Big Cycle. Le Big Cycle, le grand cycle, c'est la théorie centrale de Dalio. Il l'a développé dans son livre Principles for Dealing with the Changing World Order, publié en 2021, après avoir étudié 500 ans d'histoire économique. L'idée, c'est que les empires suivent tous le même arc narratif. Ils montent, ils dominent, ils s'endettent, ils déclinent et ils finissent par s'effondrer. À chaque fois, sans exception. Il découpe cette trajectoire en 6 stades. Les 3 premiers, c'est l'ascension. Un nouvel ordre émerge, souvent après une guerre. Le vainqueur fixe les règles, impose sa monnaie, et une longue période de paix et de prospérité s'installe. La dette est basse, la productivité est forte, tout le monde y gagne.
Le stade 4, c'est l'excès. L'Empire devient trop confortable, il emprunte massivement pour financer à la fois ses guerres et ses programmes sociaux. Le statut de monnaie de réserve lui permet d'imprimer sans conséquence immédiate, ce qui crée un sentiment de sécurité totalement artificiel. Le stade 5, c'est le pré-conflit. Les conditions financières se dégradent, les paiements d'intérêts sur la dette étouffent l'investissement productif, les inégalités explosent, le populisme monte à gauche comme à droite, et en parallèle, une puissance rivale commence à défier le statu quo. Ça vous rappelle des choses? C'est exactement ce qu'on a vécu ces dernières années, avec la Chine et la Russie, pour ne citer que. Et puis, il y a le stade 6, c'est le stade terminal, celui où les mécanismes de résolution pacifique des conflits ne fonctionnent plus. À l'intérieur des pays, les factions politiques ne reconnaissent même plus la légitimité de leur adversaire. À l'international, ça se traduit par l'abandon des traités et le recours à la force brute. La loi de la jungle remplace le droit international. Et pour lui, on est entré en stade 6, ça y est, jusqu'ici il parlait de fin de stade 5, ou de point de bascule, mais cette fois c'est acté. Ce qui l'a poussé à franchir le cap, c'est la convergence de 3 déclarations au même moment à Munich. D'abord Friedrich Merz qui lâche que l'ordre mondial tel qu'il existait depuis des décennies n'existe plus. Ensuite Emmanuel Macron qui déclare que l'Europe doit apprendre à devenir une puissance géopolitique et potentiellement se préparer à la guerre. Et enfin Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui parle d'une nouvelle ère géopolitique où l'ancien monde est révolu. Quand les 3 principales puissances occidentales disent la même chose au même endroit au même moment, c'est plus une opinion, c'est un constat. Le Munich Security Report de 2026, publié quelques jours plus tôt et sobrement intitulé Under Destruction, vient enfoncer le clou. Le rapport décrit une ère politique de chaos en prenant l'image de la boule de démolition. Il invente même un terme allemand pour l'occasion, que je vais pas m'amuser à prononcer, vous m'excuserez, mais qui signifie littéralement le plaisir de la destruction. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans la démolition assumée des institutions. Et Dalio va encore plus loin dans son analyse, il décrit la dynamique entre les États-Unis et la Chine comme un dilemme du prisonnier permanent. En théorie des jeux, c'est une situation où 2 acteurs, en agissant chacun dans leur propre intérêt, produisent un résultat pire pour tout le monde. Si les USA reculent sur Taïwan ou sur l'Ukraine, ils passent pour faibles et accélèrent la perte de leur statut de monnaie de réserve. S'ils escaladent, ils risquent un conflit catastrophique. Le résultat, c'est que pour leur propre intérêt, les 2 camps pourraient choisir l'escalade. Dalio appelle ça les guerres stupides, qui drainent les ressources sans offrir de victoire claire. Les parallèles avec les années 30, Dalio les trace lui-même, et ils sont glaçants. Économiquement, on retrouve une dette massive, des banques centrales qui impriment, et la fin d'un long cycle de dette. Politiquement parlant, la montée du populisme à gauche comme à droite, l'affaiblissement des démocraties et l'émergence d'hommes forts. Et géopolitiquement, une puissance montante qui défie l'ordre existant via des guerres commerciales. Mais il y a une différence capitale avec les années 30, une différence que Dalio lui-même reconnaît. En 1933, quand Roosevelt a dévalué le dollar de 40% face à l'or, les citoyens n'avaient aucune alternative. Pas de monnaie décentralisée, pas de réseau résistant à la censure, rien. Ils ont subi. Aujourd'hui, cette alternative existe, et vous me voyez venir. Elle s'appelle Bitcoin, et c'est exactement pour ça que le diagnostic de Dalio n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est presque une thèse d'investissement à part entière. Pour comprendre pourquoi cette thèse d'investissement est aussi puissante, il faut regarder les 5 guerres que Dalio identifie comme les moteurs de l'effondrement, parce que chacune de ces guerres individuellement crée une demande fonctionnelle pour les cryptos, et en 2026, les 5 sont actives en même temps, c'est du jamais vu. La première, c'est la guerre commerciale. L'ère du libre-échange est morte. On est entré dans le règne des tarifs douaniers et du protectionnisme. Vous vous souvenez des tarifs douaniers de Trump? Ça fait pratiquement 1 an déjà. Et pendant toute cette guerre des tarifs, Bitcoin a tanké. Il s'était enfoncé quand la situation empirait, il rebondissait quand les choses se calmaient. En juillet 2025, il tape un record à 123 000 $. Ce comportement révèle la double nature de Bitcoin. À court terme, c'est un actif risqué, corrélé au marché. Mais à long terme, dans un monde de fragmentation commerciale, c'est une valeur refuge. Alors oui, je sais, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, Bitcoin a bien dévissé, mais on va y revenir. Les stablecoins, dans tout ça, deviennent ce que Dalio appelle des conteneurs neutres pour l'argent, des rails de paiement qui fonctionnent 24 heures sur 24, sans passer par les goulots d'étranglement du système bancaire. La deuxième guerre, c'est la guerre technologique, la bataille pour les semi-conducteurs, l'IA, l'informatique quantique. Les conflits s'embrasent autour des nouvelles technologies. On a une fragmentation du web entre l'Occident et l'Orient qui n'a jamais été aussi marquée. Et vous le savez, le minage de Bitcoin, c'est un terrain de guerre technologique justement. Les pays se disputent indirectement ou directement le contrôle du hash rate, et ça risque de s'accélérer dans les prochaines années. Mais la guerre la plus importante pour nous, et de loin, c'est la troisième, la guerre des capitaux. C'est là que l'argent lui-même devient une arme. Quand les États-Unis ont gelé les réserves de la Banque centrale russe en 2022, ils ont envoyé un message au monde entier. Nos dollars dans vos banques, on peut les saisir du jour au lendemain. Le statut sans risque des bons du trésor américain a volé en éclats pour tous les pays non alignés. Et c'est là que le réseau A7A5 entre en scène. Les rapports de renseignement révèlent que ce réseau, lié à des intérêts russes, a traité plus de 72 milliards de dollars en 2025 pour régler des échanges commerciaux entre la Russie, la Chine et l'Iran, entre autres.
72 milliards, complètement en dehors du système bancaire américain. C'est pas du crypto-crime au sens classique du terme, c'est de la guerre financière étatique menée par blockchain. Ça prouve une chose simple, la technologie a dépassé la régulation. La quatrième, c'est la guerre géopolitique, la lutte pour les territoires. Ukraine, Taïwan, Gaza. Dalio résume ça en une phrase, la force fait loi. Et dans un monde où la souveraineté n'est respectée que si elle peut être défendue militairement, Bitcoin devient le seul actif sans drapeau, sans président et sans armée. Imaginez que vous soyez un réfugié qui fuit une zone de conflit et essayez de traverser une frontière avec 10 kilos de lingots d'or. Alors qu'avec une seed phrase de 12 mots dans la tête, vous traversez avec des milliards de dollars s'il faut. L'invention de Satoshi Nakamoto offre un pouvoir de souveraineté absolu, en s'affranchissant totalement des problèmes de portabilité. Et la cinquième guerre, c'est la guerre militaire, la plus ancienne et la plus simple. Quand les bombes tombent, les gouvernements financent la guerre en empruntant et en imprimant. À chaque fois, sans exception, ça dévalue la monnaie. Bitcoin et l'or servent de soupape de sortie face à cette dévaluation. Évidemment, on s'entend, si les bombes viennent à tomber, vous aurez certainement d'autres préoccupations que vos bitcoins. Mais on est sur une chaîne crypto, donc on parle crypto. Maintenant que vous avez la carte complète des 5 guerres qui sont en train de se jouer à l'international, il faut regarder le moteur qui alimente tout ça. Et ce moteur, c'est la dette américaine, c'est le cœur du réacteur. 38 000 milliards de dollars, c'est le montant de la dette nationale qui a été franchi en octobre dernier. Ça fait environ 114 000 dollars par américain. Le gouvernement américain dépense 7 000 milliards par an, mais ne récolte que 5 000 milliards. Les intérêts de cette dette dépasseront très bientôt les 1 000 milliards de dollars par an. C'est l'un des premiers postes de dépenses du pays, devant la défense. Dalio utilise la métaphore du cholestérol dans les artères. Le paiement d'intérêts étouffe progressivement le pouvoir d'achat de l'État, et il prédit une crise cardiaque de la dette dans les 3 ans qui viennent. Une spirale mortelle de la dette, c'est quand le débiteur doit emprunter pour payer les intérêts de sa dette, que ça accélère et que ça devient incontrôlable. Face à cette impasse, Dalio décrit un choix binaire, soit on laisse les taux monter et on provoque une crise de défaut, soit on imprime de la monnaie pour racheter la dette que personne ne veut acheter. Bon, spoiler alerte, les deux options fracassent le dollar et ruinent l'épargnant. Et c'est précisément ce scénario qui nourrit la thèse Bitcoin. Un actif avec une offre fixe de 21 millions d'unités, impossible à diluer face à des devises fiat dont l'offre explose. La masse monétaire mondiale est passée de 26 000 milliards en 2000 à environ 142 000 milliards en 2025. Vous voyez où je veux en venir. Et c'est là que l'évolution personnelle de Dalio devient fascinante, parce que sa trajectoire résume à elle seule la conversion du monde financier traditionnel. En 2017, c'était une bulle spéculative. En janvier 2020, cash is trash, mais Bitcoin non merci. Et puis en novembre 2020, la déclaration qui a fait trembler la cryptosphère, I might be missing something about Bitcoin. Peut-être que je rate quelque chose à propos de Bitcoin. Il invite la communauté à le corriger et en janvier 2021, Bridgewater publie un essai de 14 pages où il écrit Bitcoin est une sacrée invention. En mai 2021, il lâche qu'il préfère avoir du Bitcoin plutôt que des obligations. En 2022, il recommande une allocation en Bitcoin de 1 à 2% dans un portefeuille. En décembre 2024, à Abu Dhabi, il met Bitcoin au même niveau que l'or en tant que hard money. Et puis en juillet 2025, il recommande 15% d'allocation dans un portefeuille. Et aussi, il révèle publiquement détenir personnellement environ 1% de ses portefeuilles en Bitcoin. La réaction s'est pas fait attendre. Sous son post, il y a Michael Saylor qui a répondu directement. Si vous pensez que l'ordre mondial s'effondre, possédez l'actif sans risque de contrepartie, Bitcoin. Bon, Dalio, il garde quand même un peu sa nuance. Il préfère l'or et il doute que Bitcoin puisse servir de monnaie de réserve. Il ne détient que 1%, c'est pas énorme non plus. Mais sa thèse fondamentale, c'est que les gouvernements vont imprimer pour éviter le défaut. Et c'est le carburant intellectuel le plus puissant du narratif de notre écosystème. Bon, on en parle souvent, mais rappelez-vous que le gouvernement américain ne se laisse pas faire non plus. Le Genius Act impose un cadre fédéral aux stablecoins, transformant de facto chaque dollar numérique en acheteur de bons du trésor. C'est une façon habile de mettre la crypto au service de la dette, même si Dalio rappelle que ça résout pas vraiment la dévaluation. Parallèlement, vous savez que Trump a signé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin avec 200 000 BTC déjà saisis, et le Bitcoin Act de la sénatrice Cynthia Lummis prévoit d'aller jusqu'à 1 million de BTC. Et ça, c'est un signal fort que même l'État commence à se couvrir contre sa propre monnaie. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, et va falloir s'adapter. Le monde que Dalio décrit, c'est pas une dystopie lointaine, c'est le présent. La question n'est plus de savoir si les monnaies fiat vont perdre en valeur, la question c'est à quel point. Et pour suivre tout ça au quotidien, rien de tel que rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On traite toute l'actualité crypto et on vous la transmet en condensé et en direct. Ça fait gagner un temps monstre et évidemment c'est totalement gratuit. Alors rejoignez-nous et comme d'habitude, allez aussi jeter un œil aux aventures de Kara sur Steady Lads. Et aussi n'hésitez pas à aller profiter du cashback de Kraken, le partenaire de cette vidéo, directement sur leur application. Je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, évidemment, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup, et ça vous permettra de ne rien louper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette thèse, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.